Bonjour à tous. Moi, ce que je voulais déjà dire en propos introductif, c'est que de manière générale, la question de la sécurité en EHPAD, elle ne se pose pas uniquement effectivement en crise Covid, mais c'est vraiment quelque chose qui anime le quotidien du directeur d'établissement. Et Pascal Chauvert vient juste d'en parler, mais il y a cette fameuse question des unités de vie protégées, où bien souvent, on réfléchit à mettre des résidents qui ont des pathologies Alzheimer en unité dites fermées avec un accès par digicode, en concertation l'équipe pluriprofessionnelle, en concertant certes la famille, mais sans forcément avoir effectivement ce passage par le juge des libertés ou autre, comme on peut l'avoir en psychiatrie. Et là, c'est une question qui est régulièrement soulevée dans le monde des EHPAD et qui n'a encore jamais trouvé de réponse. C'est aussi le quotidien sur des choses beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simples. Par exemple, le résident qui souhaite aller faire un tour dans le quartier et sortir dehors, le directeur ou les équipes soignantes vont toujours se poser la question de la protection de la santé vs la sécurité. Est-ce que je laisse sortir le résident qui a un risque de chute, qui a une pathologie où la sortie est contre-indiquée, par exemple un sevrage alcoolique avec le risque d'aller acheter de l'alcool à l'extérieur, ou aussi tout simplement le risque de se perdre. Et là, il y a la question aussi de la protection juridique du directeur, parce que bien souvent, quand on a un résident qui sort et qui se perd, qui a fugué, la première chose que va nous dire la famille qui nous appelle, c'est comment est-ce possible que le résident ait échappé à votre surveillance. Surveillance, pour autant, normalement, les résidents ont la liberté d'aller et venir en EHPAD et on n'est pas normalement censé contrôler les sorties et les entrées des résidents. Mais c'est quand même une question importante dans la relation qu'on peut avoir avec l'entourage des familles. Et puis, la question de la protection du résident. Ces questions, elles ont été vraiment exacerbées par le Covid. Elles sont aussi exacerbées aujourd'hui par les nouvelles technologies. Parce que aujourd'hui, pour un directeur d'EHPAD, il est très facile de recourir à tout un panel d'offres technologiques pour surveiller les résidents, par caméra, par capteur dans les chambres pour savoir si la personne est tombée et réagir au plus vite, parce que c'est aussi un sujet de conflit récurrent avec les familles des résidents. Et puis la question des bracelets électroniques pour éviter que les résidents se perdent. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Maintenant, avec le Covid, ça a été une question de tous les jours quand on a dû mettre en place les différents protocoles. Déjà parce que finalement, on a mis en place un confinement pour les résidents d'EHPAD qui était bien plus dur que pour la population générale. La population générale avait le droit à des sorties extérieures pour pratiquer une activité physique, avait le droit de sortir dehors pour faire des courses, quand nous, on a tenté de maintenir au maximum les résidents à l'intérieur. Ce qui a pris une énergie assez aussi incroyable aux équipes, parce qu'il a fallu mettre en place toute une organisation parallèle qui n'a pas peut-être en temps normal, notamment pour que des résidents fumeurs puissent s'approvisionner, pour qu'on puisse aller leur faire des petites courses à l'extérieur, et puis tenter de leur expliquer pourquoi rester dedans. Tout ça sous le contexte que les personnes âgées sont les personnes les plus fragiles, mais aussi toujours quand même sous-jacent à ça, le risque aussi de responsabilité engagé par le directeur si jamais il y avait une contamination à l'intérieur et le risque du coup de plainte de la part des familles et de l'entourage, et sous prétexte aussi évidemment qu'on est une structure collective, et ça on l'a bien rappelé, et donc savoir justement comment on peut protéger les résidents, et c'est ce qu'on dit souvent aux résidents, si vous sortez à l'extérieur, la question de vous contaminer à l'extérieur et de re-rentrer à l'intérieur de l'établissement, c'est le risque de contaminer tous les résidents qui sont autour de vous. Pour autant, nous avons des personnels soignants qui prenaient et qui prennent toujours le métro tous les jours, le bus, et qui ont aussi eux-mêmes un risque de toute façon d'apporter le virus à l'intérieur. Donc le risque zéro n'existait pas, mais le but était pour le coup de limiter les entrées et les sorties et l'entrée du virus. Le confinement sous contrainte, c'est aussi imposer un confinement à des personnes qui ne sont pas capables de l'entendre et qui ne sont pas capables de le comprendre. Et là, pour beaucoup de directeurs, on a été amené à interpeller les agences régionales de santé sur la question de que fait-on avec une personne démente qui a une pathologie Alzheimer, une personne qui a une pathologie psychiatrique et qui n'est pas en capacité d'entendre les consignes que vous lui donnez. Est-ce qu'on doit l'enfermer dans sa chambre avec tous les risques qu'on connaît ? Le risque incendie, le risque psychologique pour la personne. Est-ce qu'on doit faire une contention chimique par des médicaments ?
avec toutes les questions éthiques que ça impose, ou une contention physique, avec pareil des résultats qui peuvent être vraiment très néfastes pour la santé des résidents par la suite. Et puis, il y a eu la question de créer des zones Covid, ce que nous, on a fait le choix de faire, mais pour les résidents déments, les nouvelles recommandations ont été de créer des zones Covid pour les personnes démentes. Et malheureusement, ces consignes nationales, elles sont très peu applicables dans nos établissements, puisque architecturalement, on n'a pas la possibilité de mettre en place de vraies zones Covid pour des personnes qui déambulent, parce que dans ces zones-là, on n'aurait pas de véritable espace de déambulation, comme on peut l'avoir dans une unité de vie protégée. Donc pour ça, on n'a pas trouvé de solution, et en tout cas, on a tous fait un peu comme bon nous semblait, et ça a été beaucoup de discussions collectives avec les équipes. Nous, on a fait le choix de ne pas appliquer de contention ou autre. Donc les résidents déambulants, et j'ai la chance d'en avoir peu dans mon établissement, ont continué à déambuler, et on a dû augmenter les mesures d'hygiène dans les couloirs et autres. Mais effectivement, c'était un vrai risque de toute façon qu'un de ces résidents-là soit positif, puisque pour le coup, toutes les personnes qui étaient autour de lui auraient été contaminées. Donc on est aussi toujours avec ces risques-là. Alors, au passage en on en a parlé aussi, mais il y a eu la question aussi du manque de communication. Moi, je me suis aperçue que pendant toute cette période Covid, j'ai pris des décisions, les équipes ont pris des décisions qui, la plupart du temps, ont été descendantes ou ont été mises en place parce que c'était des recommandations régionales ou nationales, et qu'on n'a pas pris le temps de la concertation et le temps de l'explication. On a peu eu le temps de consulter les résidents, on a peu eu le temps de leur expliquer les mesures qui étaient mises en place. Ce qui a été dit par certains résidents, notamment sur les visites des familles, où on pensait plus à communiquer aux familles qu'à communiquer à nos propres résidents. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il va falloir qu'on apprenne de nos erreurs, alors que c'est des choses que l'on sait déjà, puisqu'on a les conseils de la vie sociale, on met tous en place des journaux et autres dans nos établissements. Et en période de crise, on oublie bien souvent ces bonnes pratiques, et c'est les premières qui s'envolent, alors que finalement, ça devrait être la base en gestion de crise, d'avoir une communication adaptée envers tous les publics, et pas seulement envers nos professionnels, et pas seulement envers les familles, mais bien inclure les résidents comme étant les premiers acteurs. Et je pense que d'ailleurs, ça simplifierait beaucoup de choses si les résidents avaient le niveau d'information correct qui aurait été donné sur la vie de l'établissement. On a eu des règles et des protocoles aussi nationaux, et là, pour le coup, des choses qui étaient obligatoires à mettre en place, qui ont pour certaines été très difficiles, éthiquement en tout cas, à mettre en place, et qui toujours ont été justifiées par la sécurité. Mais parfois, pas forcément avec des justifications, des justificatifs en termes de preuves scientifiques sur la plus-value de ces mesures. Moi, je pense surtout le protocole le plus dur qui est à mettre en place, qui a été sur la fin de vie. On nous a demandé pour les résidents décédés du coronavirus, et pour toutes les personnes décédées du coronavirus pendant cette période-là, de mettre en place un certain nombre de mesures qui venaient complètement mettre à mal toutes les procédures que l'on met en place habituellement. Donc, moins de visites des familles. Nous, pour le coup, on a continué à ouvrir aux familles dès le moment où la personne était prise en charge en palliatif, où on voyait que la personne allait mal. On a ouvert des créneaux spécifiques, et les familles pouvaient venir individuellement tous les jours. Mais en tout cas, une présence quand même beaucoup moins importante qu'en temps normal sur une fin de vie des familles. Des rituels aussi qui ont été supprimés, puisque les protocoles nationaux ont limité beaucoup de choses sur la toilette mortuaire, sur les vêtements que pouvait porter la personne. Les personnes étaient mises dans des sacs. Il y avait toutes des mesures d'hygiène qui étaient vraiment très, très compliquées. Et ça a été à la fois très compliqué pour les équipes et très compliqué pour les familles. Et les équipes le disent très bien, c'est qu'elles ne comprennent toujours pas pourquoi il y a eu ces mesures. Est-ce qu'une personne décédée a plus de chances et plus de risques de contaminer qu'une personne qui est vivante? Et pour autant, on avait une obligation stricte de respecter ces mesures, puisque c'était aussi les protocoles qu'avaient les pompes funèbres, et que derrière, il y a toute une chaîne qui se met en place, qui fait que nous-mêmes, on ne peut pas
on ne peut pas détourner cette réglementation. Alors, les équipes ont réussi quand même à s'adapter un petit peu, en glissant parfois des objets discrètement dans les housses pour que les personnes partent avec des choses qu'elles avaient choisies. Mais c'est clair que tout ce que les soignants ont l'habitude de recueillir comme souhait des résidents sur leur fin de vie, n'a, pendant toute cette période-là, pas pu être respecté. Et ça, en termes de liberté, c'est très compliqué et très difficile à vivre encore aujourd'hui pour les équipes. Je pense que c'est vraiment ce qui les a le plus marqués. Et puis dans ces fameux protocoles, on a aussi eu des absences de consignes, ce qui parfois aussi peut nous arranger parce que ça nous permet d'avoir l'autonomie de décider. Mais par exemple, il n'y a aucune consigne aujourd'hui concernant la sortie individuelle des résidents pour aller par exemple dans le quartier acheter une baguette de pain. On sait aujourd'hui que les résidents n'ont pas le droit de retourner dans leur famille, qu'on doit limiter les sorties collectives dans le cadre de l'animation. Par contre, on n'a pas de consigne claire sur les résidents qui sortent juste de l'EHPAD pour aller faire un tour. Et ça, c'est un peu aussi partir du principe que la personne âgée, quand elle est en EHPAD, elle ne sort plus de chez elle. Et de toute façon, en EHPAD, on est effectivement dépendant. On n'est pas dépendant forcément quand on est en EHPAD, et parfois on a d'autres pathologies qui font qu'on rentre en établissement, mais on est toujours en capacité de sortir à l'extérieur. Nous, on a pris le parti de pouvoir laisser les résidents sortir dès le moment du plan de déconfinement, puisqu'il était pour nous inenvisageable de mettre en place des consignes plus strictes pour nos résidents d'EHPAD que pour la population de manière générale. Donc il y a parfois des paradoxes aussi sur le fait qu'effectivement, ce que disait Benjamin Pitchot, c'est qu'on a voulu protéger énormément les personnes vulnérables pour les sauver du Covid. Et pour autant, il y a un certain nombre de mesures qui ont pris un certain temps à se mettre en place. Il y a des choses qui ont été faites qui laissent à penser quand même qu'effectivement, le grand âge dans notre société a une position qui n'est pas celle qu'elle devrait avoir et qu'effectivement, on est bien en dessous des attentes. Nous, on a eu notamment le cas de personnes qu'on aurait voulu faire hospitaliser, pour qui on a eu des refus d'hospitalisation. Les personnes sont décédées dans l'établissement et ont été correctement accompagnées, mais pour autant, on était assez convaincus que les personnes auraient eu plus de moyens humains et surtout de moyens médicaux si elles avaient été hospitalisées qu'en EHPAD. Parce que les EHPAD sont plus sanitarisés, effectivement, on est sorti du modèle de la maison de retraite d'il y a 20 ans, et effectivement, on va vers une sanitarisation importante des EHPAD sans en avoir les moyens. Et on a souvent eu le cas de SAMU qui sont venus dans l'établissement et qui ont refusé de faire hospitaliser des personnes en disant « on ne fera rien de plus à l'hôpital que chez vous ». Cette phrase, elle n'est pas concevable et elle est fausse, puisque en EHPAD, dans beaucoup d'EHPAD encore aujourd'hui, vous n'avez pas d'astreinte infirmière la nuit, vous n'avez pas d'astreinte médicale, vous avez des extracteurs d'oxygène quand à l'hôpital, vous avez des prises murales avec de l'oxygène qui est quand même renouvelé et qui est de meilleure qualité, et vous avez vraiment sous la main des équipes médicales qui peuvent intervenir rapidement. En EHPAD la nuit, il faut quand même rappeler que moi, dans un établissement de 80 résidents, je n'ai que 2 soignants la nuit. Donc, quel accompagnement je fais quand, en crise Covid, on est en train d'accompagner 20 personnes qui sont Covid positives, dont 5 ou 6 qu'on considère en fin de vie. Comment 2 veilleurs de nuit la nuit peuvent accompagner 6 à 7 personnes dont on sait que peut-être c'est la dernière nuit dans l'établissement? Là, c'est pas possible. Et quand on nous dit qu'on ne peut pas hospitaliser ces personnes-là parce qu'on ne fera rien de plus, ça, c'est des choses qui ne sont pas vraies. Et je pense que là-dessus, il y a un déni sur ce qu'est l'EHPAD et il y a aussi une méconnaissance de ce qu'est l'EHPAD dans le système de santé. Et après, j'en arriverai pour conclure mon propos qu'il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées pendant toute la crise du Covid en EHPAD et qui aujourd'hui ne trouvent pas encore de réponse, alors qu'on est en train d'arriver peut-être sur un second rebond. On ne sait pas ce qui va se passer, même si pour le moment, on essaye de nous dire que le virus serait peut-être moins virulent ou que les prises en charge changeraient et qu'on devrait normalement ne pas engorger les réanimations comme ça a été le cas. Et donc, a priori, il y aurait de la place pour les résidents d'EHPAD en cas de second rebond dans l'établissement. Pour autant, si jamais on retombe dans la même crise, il y a beaucoup de questions soulevées qui restent aujourd'hui sans réponse. Et là, j'en reviens à mes résidents déambulants qui, aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment éviter une contamination générale
de la résidence si une personne déambulante est atteinte du Covid, à part effectivement recourir à une contention chimique ou une contention physique qui vraiment là ne nous satisferait pas du tout. Donc voilà pour conclure mon propos. Merci beaucoup Eve pour tous ces éléments. Je vais en retenir deux avant que Vincent nous fasse remonter les questions s'il y en a. Je trouve votre activité très complémentaire avec ce qu'a dit Pascal Chanvert, parce qu'il a insisté sur le fait que qu'on a constaté pendant la crise était à certains égards simplement le symptôme d'un modèle des EHPAD et de l'accompagnement du grand âge qui est à bout de souffle. Et vous complétez en fait avec beaucoup de nuances ce propos en revenant en fait sur les valeurs ou sur les fondamentaux du soin du soin et de l'accompagnement du grand âge. Notamment, je trouve, je retiens ce que vous avez dit sur parce qu'on pourrait aussi renverser ce qu'a dit, renverser la perspective par rapport au que proposait Pascal, puisque on peut aussi considérer que les EHPAD, les professionnels qui y travaillent, les directeurs, mais l'ensemble des équipes, font des efforts depuis au moins une dizaine, voire une quinzaine ou une vingtaine d'années pour changer, pas seulement dans la considération des pertes, mais dans la considération des capacités, pour être davantage dans le soin que dans la prise en charge, pour individualiser ou pour personnaliser, pour reconnaître, vous le disiez, Ève, le rôle et la place des familles. Et on a, alors je vois Pascal qui n'opine pas tout à fait de la tête, mais c'est une tendance, je pense que ce que vous avez bien montré, à la fois que cette tendance ou ces efforts, ils sont mis à mal par l'épidémie, et en même temps que ce sens du soin ou ces valeurs du soin, ça peut être une boussole pour des professionnels qui, dans la tempête de l'épidémie, avec des consignes parfois contradictoires ou lacunaires ou dont on ne comprend pas le fondement. Et je trouve important que vous ayez rappelé d'une part qu'il y a eu des choix des équipes localement. Ce n'est pas une application uniforme de directives que les directeurs et les équipes ont exercé leur jugement et leur appréciation et leur discernement sur les situations. Et deuxièmement, qu'il y a eu des formes de, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, mais de résistance que vous disiez sur les objets placés auprès des défunts après leur décès, et cette incompréhension, voire ce sentiment de scandale moral par rapport à l'accompagnement de la fin de vie et des morts. Je trouve que la façon dont vous décrivez l'effort des équipes pour réintroduire l'humanité, même dans ces situations très troublées, ça fait quand même écho aux valeurs du soin que le secteur essaye de porter contre l'agisme ambiant dont parlait Pascal. Je ne vais pas être plus long que ça. Vincent, est-ce qu'on a des questions à relayer à nos deux intervenants ? Écoutez, pas vraiment de questions, des remarques qui témoignent essentiellement dans le public de l'interrogation que se posent les gens au sujet de ces modèles, de ce que sont les EHPAD, de ce que c'est que le soin chez les personnes âgées. Alors je lis rapidement. Intervention de Françoise Legris, la garantie de la sécurité des responsables a balayé les principes éthiques de liberté, d'autonomie et de communication des résidents et de leurs familles. Il faut faire mieux quand la situation va se reproduire, car le reconfinement recommence déjà à certains EHPAD. Corinne ensuite, des consignes limitant les admissions en accueil de jour viennent de tomber, laissant des familles dans une terrible détresse, etc. Donc on voit qu'il y a une certaine tension autour de ces sujets. Voilà, je ne fais pas plus long. Pascal, vous voulez réagir ? Je veux bien dire deux mots sur ce qu'a dit Ève et sur les remarques. Et puis sur ce que tu as dit, Fabrice. Tu dis les professionnels depuis 15-20 ans font le maximum pour humaniser ce système. Je suis bien d'accord. Je ne serais pas président de l'association des directeurs si je ne pensais pas que les directeurs font tout ce qu'ils peuvent. Et si je ne pensais pas qu'avec les directeurs, toutes les équipes font tout ce qu'elles peuvent. Je pense juste que dans le système tel qu'il est construit, ça ne peut rester que marginal. Et je vois bien à la départ, mais je vois bien partout,
comment tous les directeurs et toutes les équipes qui essaient d'aller dans le sens de la citoyenneté, de la démocratie, de l'expression des personnes âgées. J'y reviens bien. Parce que Ève et toi, vous avez parlé de l'expression des familles. Ce n'est pas tellement ça qui est en cause. C'est surtout l'expression des personnes âgées. Bien, je vois bien combien ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Moi, je veux bien qu'on renverse. C'est intellectuellement absolument intéressant. Je veux bien qu'on joue à l'exercice que tu renverses ma proposition. C'est forcément bon pour l'avancée du débat. Mais je voudrais revenir là-dessus. Quand Ève nous dit que faire avec un résident désorienté, déambulant, qui a le Covid+, dans une logique où le directeur ou la directrice et les équipes sont responsables qu'il n'y ait pas de mort, la seule solution, c'est celle qu'a dit Ève. C'est quelle contention on va mettre en place? Est-ce une contention chimique? Est-ce une contention physique? Est-ce un enfermement dans la chambre du résident? Moi, il me semble que d'un point de vue éthique, quand on est enfermé dans une telle aporie, dans une telle impasse de la pensée, qui fait que dans une démocratie, une démocrate comme Ève, n'importe lequel des directeurs et des équipes, est contraint à un geste qui est contraire, je dirais, à la morale, mais contraire simplement aux lois de la République, je dis qu'il faut re-questionner ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'il faut affirmer avec force, collectivement, mais aussi individuellement, qu'en tant que directeur d'établissement, et on n'a pas les mêmes problèmes, je dirige aussi des services à domicile, on voit bien qu'on n'a pas le même problème. Il faut affirmer avec force que je ne suis pas responsable de la vie et de la mort des résidents. Collectivement, c'est ce que l'ADEPA fait, vous m'en donnerez acte. Comment on peut faire individuellement? Nous, ce que nous proposons à nos adhérents, mais aussi à tous les directeurs, c'est de faire signer un papier à l'entrée du résident par lui et par sa famille, disant, on pourra développer comment, mais disons en gros, la vie est une maladie sexuellement transmissible dont l'issue est inévitable. C'est-à-dire, et nous n'allons pas enfermer, nous ne sommes ni une prison ni un hôpital psychiatrique, nous n'allons pas enfermer, et oui, il y a des risques. Êtes-vous d'accord, monsieur, madame le résident, et surtout, monsieur, madame la famille, pour cela? Et si vous êtes d'accord, vous signez. Je parle sous le contrôle de l'avocat dont malheureusement je n'ai pas retenu le nom, mais je crois qu'il serait d'accord. Pardon? Donc, maître Pichot, je crois qu'il serait d'accord que la liberté, la responsabilité civile peut toujours être atténuée par de la responsabilité contractuelle, en tout cas par du contrat. Eh bien, il faut passer par du contrat. Il faut que nous, directeurs d'établissements et de services, nous disions que ce n'est pas notre rôle de sauver quoi qu'il en soit. Parce que si nous sauvons quoi qu'il en soit, nous refusons le droit au risque. Or, le droit au risque, c'est une des bases de la liberté. Et juste par rapport à ce que dit Ève, une remarque supplémentaire, parce que j'ai trouvé sa réflexion sur la technologie extrêmement intéressante. Elle nous dit, les technologies vont dans le sens de la surveillance. Et bien sûr, parce que les technologies, ce ne sont que des outils. C'est des outils qui se développent tels que la société souhaite qu'ils se développent. Qu'est-ce qui fait qu'au cours des 10 ou 15 dernières années, on nous propose le développement de technologies d'enfermement et de surveillance, et pas de technologie pour s'exprimer plus librement quand on a un handicap dans les conseils de la vie sociale ou ailleurs? C'est bien des choix de société. Alors, il n'y a aucun parlementaire, aucun ministre qui un jour a dit « je vais enfermer tous les vieux » parce que c'est bien. Et donc, c'est pourquoi le but de la débat, ce n'est pas de chercher des coupables, des solutions, et c'est de dénoncer cet agisme qui, au fond, enferme les personnes âgées dans ces logiques de dépendance et dans ces logiques de surveillance, qui sont des logiques folles et qui ont conduit à des logiques hyper sécuritaires pendant la crise Covid. Merci beaucoup, Pascal. Ève ? Je veux bien ajouter juste, en fait, on en arrive aussi à ces mesures hyper sécuritaires. Moi, c'est ce que je disais, j'ai d'abord communiqué aux familles avant de communiquer aux résidents, ce qui est... Et c'est dommage. Une erreur. Non, mais on est d'accord. Pour en parler avec mes collègues directeurs, on a tous fait cette erreur et aujourd'hui, on est tous en train de réinverser la tendance sur cette deuxième partie de crise. Mais c'est parce que cette logique sécuritaire, elle vient effectivement de cette menace qui pèse autour et de cette communication
représentation et l'image qui est renvoyée. Et c'est aussi qu'on a la difficulté d'avoir les moyens à mettre en place, parce que idéalement, dans le meilleur des mondes, on devrait avoir une psychologue qui puisse vraiment accompagner les familles lors de l'entrée du résident à accepter que la personne entre dans des structures, parce que bien souvent, les familles qui ont le plus de difficultés sur le suivi des résidents, c'est bien souvent parce qu'à la base, elles n'ont pas accepté le fait, elles culpabilisent que leurs proches soient entrés en établissement. Et aujourd'hui, on n'a pas ces moyens aussi d'accompagnement des aidants. Et on n'a pas non plus tous les moyens, effectivement, qui sont mis en place pour mieux communiquer en EHPAD, mieux communiquer aux résidents, parce que les moyens sont mis ailleurs et effectivement, pas forcément au bon endroit. Je me permets de réagir parce que je pense que c'est un point essentiel si tu me laisses 1 minute, Fabrice. Parce que là aussi, Ève a touché un point fondamental. La famille culpabilise, elle ne l'a pas dit comme tel, mais on l'a bien compris dans son propos, d'avoir fait rentrer la personne, c'est-à-dire d'avoir placé la personne. Et dit-elle, vous voyez comment elle est avec tout son sentiment démocratique, mais elle est encore coincée dans une aporie. Elle dit, à partir du moment où on accepte des résidents qui ne voulaient pas entrer en établissement, parce que les familles l'ont voulu, eh bien, elle dit, la famille culpabilise. Et donc, bien évidemment, si la personne âgée n'a pas voulu rentrer dans l'établissement, la famille culpabilise. Mais l'établissement, il doit faire quoi de quelqu'un qui n'a pas voulu rentrer dans une structure? Il faut évidemment l'enfermer, puisque comme il n'a pas voulu rentrer, il va vouloir sortir. Or, là encore, on est dans une aporie. Et Ève dit, il faudrait des psychologues pour convaincre les résidents d'eux. Mais non, moi je suis d'accord avec elle, il faut plus de professionnels, je l'ai dit brièvement, il faut plus de psychologues. Mais les psychologues, c'est pas pour ça. Les psychologues à l'entrée, ils doivent être là pour écouter la personne, et nous le faisons dans beaucoup d'établissements adhérents à la DEPA, écouter la personne pour savoir si elle veut, elle, rentrer, et si elle ne veut pas rentrer, on dit à la famille, désolé, votre parent n'entre pas. Et je peux vous dire que tous les établissements qui font ça, ils ont totalement inversé la logique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de famille qui culpabilise, mais surtout, il n'y a que des résidents qui ont accepté librement d'entrer. Et la question de ces fugues, de ces sorties, de ces horreurs qui signent l'enfermement, elle ne se pose plus. Alors moi, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il fallait des psychologues pour accompagner les familles. Parce qu'aujourd'hui, on a des psychologues qui accompagnent les résidents, et on a parfois même des résidents qui acceptent d'entrer, mais les familles n'acceptent pas. Je place vraiment... C'est pas très grave. Quand le résident veut accepter, c'est jamais compliqué. Là où c'est compliqué, c'est quand le résident ne veut pas accepter et que la famille l'a imposé. Pas toujours. Merci à tous les deux. Vous voyez qu'on pourrait poursuivre le débat longtemps. Absolument.